On passe maintenant au deuxième dossier qui traite de Monsieur A. Monsieur A a 56 ans et il vient vous voir parce que à 4 reprises depuis environ une semaine, il a ressenti des fourmillements et un engourdissement de la lèvre et de la main droite. À chaque fois, ces troubles sont survenus de façon relativement soudaine, ont duré 5 minutes. Et en particulier, les 2 derniers épisodes sont survenus l'avant-veille, la veille de la consultation, et il y avait en plus une faiblesse passagère de la main droite. Vous demandez à ce patient ses antécédents, il est migraineux depuis l'enfance, il a un diabète traité par diamicron et glucophage, il est hypertendu, il prend du Renitec, et il a fait un œdème de Coinx 5 ans auparavant à l'occasion d'une prise d'aspirine. Il fait 80 kg pour 1m70, une tension un peu haute à 16,5, 9,5. Et par ailleurs, l'examen clinique que vous faites est normal. Vous voyez que sa clairance est un peu basse, 45 ml/min, puisqu'il a une néphropathie diabétique qui est connue et responsable d'une insuffisance rénale chronique modérée. Par ailleurs, vous voyez un bilan biologique standard normal, un ECG qui est normal. Première question, quel est le diagnostic le plus probable ? Donc vous avez des déficits neurologiques stéréotypés, transitoires, d'installation brutale, chez un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaires importants. Ces déficits correspondent à un territoire artériel bien systématisé. Vous me voyez venir, il faut évoquer en premier lieu des accidents ischémiques transitoires, bien évidemment préciser dans quel territoire. Ici, le territoire sylvien superficiel gauche, puisqu'on vous parle de paresthésie, plus ou moins parésie, brachio-faciale droite. Deuxième question, quels sont les 3 autres diagnostics que vous pourriez théoriquement envisager ? Alors, c'est là que vous pouvez, on va dire, ouvrir un peu les diagnostics à discuter. Alors, des déficits stéréotypés, vous savez qu'il faut toujours penser éventuellement à des crises comiciales. Donc là, ce serait des crises comiciales partielles, même partielles simples, puisqu'il semble assez bien décrire ce qui lui arrive. Mais c'est quand même peu évocateur parce qu'il manque une marche épileptique. Vous savez, vous connaissez la fameuse marche Dravet-Jacksonienne. En gros, s'il s'agissait de paresthésie dans le cadre d'une crise d'épilepsie, souvent les patients décrivent quelque chose qui touche d'abord la main, puis remonte au bras et touche la face dans un second temps. Là, les troubles ont l'air d'être plus ou moins synchrones. Ce patient est migraineux, on peut éventuellement évoquer une aura dans le cadre d'une crise de migraine, mais là encore, c'est peu probable. D'une part, il ne vous dit pas du tout qu'il a eu mal à la tête au décours de ces épisodes. Les épisodes qu'on vous décrit sont très brefs, 5 minutes. Les auras, en général, sont plutôt de l'ordre de 20, 30, 45 minutes. Et une aura sensitive, voire sensitivo-motrice, sans troubles visuels préexistants, c'est extrêmement rare. Vous savez que 95% des auras sont des auras visuelles. Et qu'effectivement, certains patients peuvent décrire aussi des troubles sensitifs, voire même éventuellement des troubles du langage, mais c'est lié là encore à la marche de l'aura, et ça commence généralement par les troubles visuels, puis la vague de dépolarisation remonte et les patients décrivent des troubles sensitifs, et éventuellement, si ça continue d'évoluer, des troubles du langage. Mais là encore, vous avez une marche évocatrice qui commence par les troubles visuels et que vous n'avez pas là. Dernière chose, c'est un patient qui est diabétique. Vous savez que l'hypoglycémie peut tout mimer. Il prend du diamicron, qui est un médicament potentiellement hypoglycémiant. Donc, vous pouvez évoquer l'hypoglycémie. Troisième question, faut-il nécessairement hospitaliser ce patient et pourquoi, en gros ? Eh bien, oui, surtout sachez, retenez-le, que l'AIT, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique en raison du risque de récidive, éventuellement d'un AIT, mais plus malheureusement d'un accident ischémique constitué à court terme. Ça a été prouvé, bien démontré, et vous avez même une recommandation de l'HAS concernant la prise en charge des AIT qui doivent être réellement managés exactement comme des accidents vasculaires avec déficit persistant et une prise en charge qui doit se faire dans l'urgence. On continue, 4e question, quel est le traitement médical urgent qui vous semble ici indiqué et que devez-vous faire au préalable ? Alors, vous savez que le traitement de prévention secondaire et dans le cadre d'un accident ischémique transitoire, ce sont les antiagrégants plaquettaires, mais vous savez aussi qu'il faut toujours faire une imagerie cérébrale au préalable pour éliminer d'autres diagnostics possibles, qu'on n'a même pas d'ailleurs évoqués à la question 2 parce qu'ils sont encore plus rares, qui seraient des lésions hémorragiques qui pourraient mimer des déficits transitoires. D'ailleurs, le plus souvent, en fait,
Ce sont des lésions qui causent des petites crises d'épilepsie qui donnent les symptômes. Mais ça peut être de petits hématomes ou éventuellement une hémorragie méningée très localisée. Vous ne pouvez pas, sur la simple clinique, éliminer ces lésions hémorragiques. Donc la première chose à faire, c'est de faire une imagerie cérébrale chez ce patient. Idéalement l'IRM, puisque vous savez qu'elle devra être réalisée dans le cadre du bilan. À défaut, un scanner dans l'urgence, pour pouvoir ensuite démarrer le traitement anti-agrégant plaquettaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce patient, on vous a dit qu'il était allergique à l'aspirine. Donc, bien évidemment, vous allez éviter de lui en donner. Et vous savez qu'en deuxième intention, on utilise le Plavix à la dose d'un comprimé par jour et qui a une efficacité tout à fait démontrée. Quel bilan diagnostique faut-il prescrire ? Alors le bilan, ça va être exactement le même que pour un accident ischémique constitué. Donc il faudra faire l'IRM cérébral, soit vous l'avez fait là pour pouvoir démarrer les antiagrégants, soit vous la ferez dans un deuxième temps, peu importe. IRM qui va vous apporter des informations sur l'état du parenchyme cérébral et des vaisseaux intracrâniens. Ensuite, et très rapidement, il vous faudra faire un écho-doppler des troncs cervicaux artériels pour éliminer une sténose serrée au cou, en l'occurrence une sténose sur la carotide interne gauche. Vous savez qu'avec le Doppler des vaisseaux du cou, on fait également un Doppler transcrânien pour voir un peu le retentissement d'aval, chercher éventuellement des anomalies sur l'artère sylvienne. Le CG, on vous a déjà dit qu'il était normal, mais sinon il faudrait penser à le faire. Et puis vous avez, comme toujours, un bilan biologique qui surtout va inclure un bilan des facteurs de risque, bilan lipidique, et puis glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, etc. Là, on va dire que c'est vraiment le bilan minimal, mais qui doit absolument être réalisé dans le contexte de l'AIT. Et selon quel degré d'urgence ? Alors effectivement, comme je le disais, le premier examen à réaliser va être l'IRM cérébral et le Doppler. Donc soit l'IRM, vous l'avez fait d'emblée en lieu et place du scanner qu'on a évoqué tout à l'heure, et dans ces cas-là, c'est le Doppler qui doit être fait, on va dire, dans les 24-48 heures maximum. Vous savez que jusqu'à ce moment-là, on laisse les patients en décubitus strict. Si c'est un scanner qui a été fait initialement, pareil, l'IRM devra être faite dans les 48 heures. Pour l'échographie cardiaque, on va dire qu'on peut, dans un terrain comme ça où il n'y a pas d'argument pour une endocardite, pas de valve, donc rien de très inquiétant, on peut éventuellement attendre 3-4 jours pour faire l'examen. Pour ce qui est de la prise de sang, c'est un bilan à jeun, vous le savez, pour le bilan lipidique. Vous le faites sous les 24-48 heures qui suivent l'arrivée du patient. On continue, question numéro 5. Que devez-vous faire vis-à-vis de la pression artérielle dans l'immédiat ? Alors, on vous a dit dans l'énoncé que ce patient avait une tension qui était à 165/95, donc un petit peu élevée effectivement. Mais vous savez que dans l'AIT, comme dans l'AIC, il faut respecter le pic tensionnel initial qui a pour but de maintenir une hémodynamique satisfaisante et une pression de perfusion cérébrale satisfaisante. Donc, vous êtes tout à fait satisfait de cette tension légèrement élevée et afin de justement la respecter, vous allez arrêter les traitements PEROS de ce patient, d'accord ? Évidemment, cet arrêt ne concerne que la phase aiguë de l'hospitalisation, ils seront repris dans un deuxième temps. Vous allez surveiller cette tension artérielle de façon rapprochée. Au minimum, c'est toutes les 4 heures, mais parfois, quand la tension fluctue un peu, on peut même faire des surveillances horaires. Et vous ne traiterez le patient que si réellement les chiffres dépassent un seuil important, à savoir 220 mm de mercure pour la systolique, 120 mm de mercure pour la diastolique. Auquel cas, si réellement les chiffres vont au-delà de cette limite, eh bien, on mettra un traitement antihypertenseur, mais cette fois par voie veineuse. On utilise pour ça soit du Loxène, soit de l'Eupressile. Quelles sont les tensions à ne pas dépasser en cas d'AVC hémorragique ? Alors effectivement, dans le cadre d'un accident hémorragique, on respecte là aussi l'hypertension initiale, mais on tolère quand même des tensions moins élevées et on traitera les patients au-dessus de 185 pour la systolique, 110 pour la diastolique. Alors vous pouvez voir des petits écarts de plus ou moins 5 mm de mercure, mais retenez que globalement, c'est 185, 110 pour les accidents hémorragiques et éventuellement dans les 24 heures qui suivent une thrombolyse pour un accident ischémique qui aurait été thrombolysé. Et pour tous les autres accidents ischémiques, qu'ils soient transitoires ou constitués mais n'ayant pas pu bénéficier de la thrombolyse, 220-120. Alors on continue avec la question numéro 6. Vous faites un Doppler cervical à ce patient
Et vous mettez en évidence une sténose du bulbe, carotidien à gauche bien évidemment, évaluée à 75% par la méthode Lancet. Quel autre examen demandez-vous avant de savoir s'il existe ou non une indication chirurgicale chez ce patient? Alors vous devez effectivement maintenant connaître les indications chirurgicales des sténoses carotidiennes, et comme vous le savez, il faut au moins 2 examens concordants pour envisager d'aller à la chirurgie. Si les 2 examens sont discordants, vous en ferez un 3e. Ce patient a déjà eu le Doppler, qui est généralement l'examen de première intention. Il vous reste 2 possibilités, soit une ARM, donc une angiographie par résonance magnétique des troncs supraortiques, soit un angioscanner des troncs supraortiques. Dans les 2 cas, il faut injecter un produit de contraste, gadolinium pour l'ARM et iode pour l'angioscanner. Ce patient, on vous a dit dans l'énoncé qu'il avait une insuffisance rénale chronique qui est certes modérée, mais clairement, chez lui, compte tenu de cette clairance à 45, vous devez privilégier l'examen le moins invasif, et donc on va se diriger vers l'ARM des troncs supraortiques pour confirmer le degré de la sténose carotidienne. Question numéro 7, cet examen va confirmer les données de l'écho-Doppler, et donc quelles conclusions en tirez-vous sur le plan thérapeutique? On a donc une sténose à 75% de la carotide qui est symptomatique, puisque c'est ce côté qui a parlé en donnant les accidents ischémiques transitoires. Vous savez qu'il existe une indication chirurgicale au-delà de 70% pour les sténoses symptomatiques, et que dans ce cas, il faut envisager la chirurgie le plus rapidement possible. Elle est recommandée en fait dans les 15 jours qui suivent les AIT. Quelles sont les indications de traitement chirurgical des sténoses carotidiennes? Alors, on envisagera l'endartériectomie, tout dépend en fait de 2 choses. Est-ce que la sténose est symptomatique ou pas, et quel est le degré de la sténose? Si la sténose est symptomatique, comme chez ce patient, l'indication est globalement formelle au-dessus de 70%. Et entre 50 et 70%, eh bien, ça va dépendre du terrain. Est-ce que c'est un patient en bon état général, donc une faible mortalité, morbimortalité périopératoire, et est-ce qu'il a une espérance de vie satisfaisante? Si tel est le cas, on envisagera la chirurgie. À l'inverse, si c'est une personne de 90 ans avec une sténose à 55%, on se contentera d'un traitement médical. Si la sténose est asymptomatique, il n'y a pas réellement d'indication formelle d'endartériectomie, on privilégie toujours le traitement médical, mais au-delà de 70%, si l'espérance de vie est satisfaisante, que la morbimortalité périopératoire attendue est faible, on peut envisager la chirurgie, soit d'emblée, soit en faisant un contrôle rapproché de l'écho-Doppler pour voir si c'est une sténose évolutive. Donc, asymptomatique, on peut discuter la chirurgie au-delà de 70%. Symptomatique, on discute entre 50 et 70 et on va à la chirurgie systématiquement au-dessus de 70%. Question numéro 8. Vous revoyez ce monsieur 5 ans plus tard pour un ptosis cette fois qui touche l'œil gauche, qui est survenu brutal. Et lorsque vous soulevez la paupière, vous voyez que sa pupille gauche est spontanément déviée vers l'extérieur avec une ophtalmoplégie quasi complète. Et le patient se plaint par ailleurs depuis une semaine d'une douleur de la cuisse gauche qui va de l'aine sur la face antéro-interne de cuisse. Il a des réflexes normaux en dehors de son réflexe rotulien gauche qui est aboli. Alors, concernant l'atteinte oculaire de Monsieur A, quel est l'élément qui manque pour que vous puissiez préciser votre diagnostic? Et comment complétez-vous votre examen? Donc, on parle d'un ptosis, d'une ophtalmoplégie importante. Ça doit vous évoquer une atteinte de la 3e paire crânienne, puisque vous savez que dans le cadre de l'atteinte extrinsèque du 3, il y a le ptosis, et la mobilité du globe n'est quasiment plus possible que en dehors et en bas. Ce qui est important de savoir dans ce cas, c'est est-ce que c'est une atteinte uniquement extrinsèque ou est-ce que c'est une atteinte complète du 3. Donc il va falloir compléter l'examen en recherchant une atteinte intrinsèque du 3, à savoir la motilité pupillaire. Donc vous allez d'abord regarder comment se place la pupille spontanément. Est-ce qu'elle est en mydriase ou en myosis? Est-ce qu'elle est réactive à la lumière avec le réflexe photomoteur? Dans le cadre d'une atteinte intrinsèque du 3, la pupille est spontanément en mydriase, elle est peu réactive. Par contre, à l'éclairage de l'œil atteint, vous avez un réflexe photomoteur consensuel qui est conservé sur l'œil sain. Et à l'inverse,
lorsque vous faites le réflexe photomoteur sur l'œil contralatéral, le consensuel, est perturbé. Ensuite, question 9. Quel diagnostic étiologique proposez-vous pour l'atteinte oculaire? Donc, on a chez ce patient une atteinte du troie gauche, mais il vous raconte de façon également concomitante un autre trouble neurologique qui est cette douleur de la cuisse gauche, me semble-t-il aussi. Et vous reconnaissez là le trajet d'une cruralgie, c'est les douleurs L4, part de l'aine, face antéro-interne de cuisse, ça s'arrête au genou. Vous avez également un bon argument qui est l'abolition du réflexe rotulien associé. Vous savez que le rotulien est en partie sous la dominance de L4. Donc, troie gauche plus cruralgie gauche. Vous devez poser le diagnostic de mononeuropathie multiple et compte tenu du terrain du patient, eh bien, l'origine est vraisemblablement diabétique. Nous avons fini avec le deuxième dossier.